Merci. Bien, dans le discours médiatique courant, le terme de démocratie est utilisé pour désigner l'assemblage de deux choses. D'un côté, le respect des libertés fondamentales, et de l'autre côté, la mise en œuvre de la démocratie représentative ou de la démocratie parlementaire. Qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative ou parlementaire ? C'est le fait pour les citoyens de désigner à intervalles réguliers leurs représentants et leur gouvernement au moyen d'un suffrage à bulletin secret. Et dans le discours médiatique courant, cette capacité nous est présentée comme une condition nécessaire et suffisante de la démocratie. Or, me semble-t-il, nous ne pouvons pas oublier l'avertissement qui nous était donné dès le XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau. Je cite : « La souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner, et le souverain qui n'est qu'un être collectif ne peut être représenté que par lui-même. » Contrat social, livre 2, chapitre 1. Et encore, la loi n'étant que la déclaration de la volonté générale, il est clair que dans la puissance législative, le peuple ne peut pas être représenté. À l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. Contrat social, livre 3, chapitre 15. De fait, si démocratie signifie, conformément à l'étymologie, gouvernement du peuple par le peuple, il est tout à fait clair que nous ne sommes pas en démocratie. L'immense majorité du peuple ne participe pas au gouvernement et n'intervient que par le biais de ce vote intermittent tous les 5 ans ou tous les 4 ans. Bernard Manin a proposé de caractériser notre régime comme une oligarchie élective. Une oligarchie, nous sommes effectivement gouvernés par le petit nombre, et élective parce que ce petit nombre est désigné par voie d'élection et il tire sa légitimité de l'élection. Alors toute la question tient dès lors à la distance qui, entre deux élections, va séparer l'électeur de l'élu. Alors on peut imaginer, et on a imaginé, diverses procédures qui rapprochent l'électeur de l'élu, le mandat impératif, la révocabilité de l'élu, le recours au tirage au sort pour certaines fonctions, le référendum d'initiative populaire accessible, etc., etc. On peut remarquer tout de même que notre régime les écarte à peu près toutes. Les écarte à peu près toutes et fait tout pour assurer, entre deux élections, une parfaite indépendance de l'élu par rapport à l'électeur. Et on en a la démonstration aujourd'hui. Une majorité élue sur un programme et des promesses précises les renie méthodiquement depuis 4 ans sans que le peuple ne puisse rien à ce reniement. La seule sanction à laquelle les intéressés s'exposent, c'est la non-réélection, mais celle-ci tombe bien après coup, et elle tombe une fois que le mal est fait et qu'il est bien souvent irrémédiable. Alors, pour aller un peu plus avant, il faut, à mon avis, s'interroger sur la procédure du vote et sur le principe du vote comme méthode de décision. Le vote, comme vous le savez, c'est la décision attribuée à la majorité des suffrages. Qu'il s'agisse d'une loi ou qu'il s'agisse de la désignation d'un représentant, le principe est le même, est adoptée la loi et est élu le candidat qui remporte la majorité des voix. Alors pour Elias Canetti, je me reporte à son beau livre « Masse et puissance », Elias Canetti nous dit en fait le vote, c'est un substitut de la bataille. Dans une bataille, à égalité d'armement, eh bien c'est le nombre qui va remporter la victoire
la supériorité numérique amène la victoire. Et le vote, dès lors, aux yeux de Canetti, c'est une bataille dans laquelle, tout simplement, on fait l'économie des coups, on fait l'économie des blessures, des morts et de la violence, on décompte les adversaires comme des poids sur les plateaux d'une balance, et on constate tout simplement le résultat. Alors le problème, et ce problème a été reconnu dès l'aube de la pensée politique, en particulier par Platon, c'est qu'il n'y a aucun rapport nécessaire entre la supériorité numérique d'un côté et la justesse de la décision de l'autre côté. Alors bien entendu, on peut soutenir une anthropologie optimiste. On peut penser avec Aristote qu'en règle générale, plusieurs ont raison contre un seul. On peut penser avec Descartes que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et en ce cas, la coïncidence entre la supériorité numérique et la justesse de la décision, cette coïncidence sera la règle générale. Mais malheureusement, on peut penser aussi qu'il y a là une vue extrêmement idéalisée de la situation. Et si on en croit les critiques de la loi du nombre, depuis Platon jusqu'à Charles Maurras, et d'une certaine manière la tradition marxiste est elle aussi méfiante vis-à-vis de la loi du nombre, parce qu'elle estime que le parti possède une connaissance scientifique de la situation